Bonjour à tous, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir à cet événement de la Société psychédélique de Lyon. Nous allons prendre quelques minutes pour nous présenter, pour attendre que tout le monde nous rejoigne ce soir sur YouTube. Alors, la Société psychédélique de Lyon existe depuis maintenant à peu près 9 mois. C'est notre 4e événement. Et nous accueillons de plus en plus de monde intéressé par les psychédéliques, les débats autour de ces substances, leur potentiel thérapeutique et la réduction des risques qui leur sont associés. Et ce soir, avec nous, on est très heureux d'accueillir 2 thérapeutes, Rosine Fievet et Denis Dubouchet, pour cet événement qui sera autour de l'intégration. Bonsoir Rosine, et bonsoir Denis. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de nous rejoindre ce soir pour cette conversation autour d'un thème qui est un peu négligé souvent quand on parle des psychédéliques, et c'est ce qui se passe après l'expérience, comment intégrer les contenus psychiques et les visions ou les expériences vécues pendant les expériences psychédéliques. Et nous avons aussi avec nous Khalid, qui est membre de la Société psychédélique de Lyon et qui se chargera de relayer vos questions qui sont posées par le chat YouTube à nos intervenants de ce soir. Je vais vous laisser, je vais arrêter mon vidéo là, mais je vais vous rejoindre à la fin. D'accord. Ok. Alors, je vais vous présenter nos intervenants de ce soir, mais je n'ai pas ouvert la bonne fenêtre. Donc, la manière dont nous avons rencontré Denis et Rosine, c'est parce qu'ils ont écrit un article dans Psychedelics Today en ligne que j'ai mis en lien avec la discussion et où ils exposaient des clés très importantes pour l'intégration avec une approche qui était polysémique, qui en fait ouvrait beaucoup de pistes pour comprendre ce phénomène. Et donc, peut-être, je vais dire quelques mots sur eux, peut-être qu'ils pourront se présenter eux-mêmes. Donc, Rosine est coach et thérapeute depuis de nombreuses décennies et elle a reçu plusieurs enseignements chamaniques qui lui ont permis de développer d'autres pratiques. Et Denis, lui, est psychothérapeute qui exerce en cabinet. Et j'aimerais peut-être que vous puissiez dire quelques mots sur votre pratique, votre métier et ensuite, on pourra commencer et je vous poserai la première question qui est comment vous êtes intéressé au psychédélique en premier. Voilà. Peut-être Rosine, si tu souhaites commencer. Merci Martin. Je pratique en tant que psychothérapeute gestaltiste à Paris et je suis également coach en entreprise. Et j'ai développé aussi une pratique de chamanisme. J'ai fait une formation longue après m'y être intéressée pendant longtemps. Donc, je suis à la croisée en fait de différents chemins qui étudient l'être humain dans tous ses niveaux, que ce soit professionnel, psychique, mais aussi spirituel. Et cette dimension spirituelle est une dimension qui m'a toujours beaucoup intéressée dès mon plus jeune âge, où j'avais pendant longtemps étudié à la Sorbonne aussi toute la philosophie rhénane, la spiritualité rhénane et la mythologie. Donc voilà, je suis à cette croisée-là et j'aime beaucoup. Peut-être je laisse à Denis la place et puis après j'aborderai sur l'intérêt de psychédélique. Ouais. Ok, donc Denis, moi je suis psychologue clinicien de formation. Dans ma formation, j'ai d'abord été formé à l'approche psychanalytique traditionnelle, et puis je me suis formé sur la gestalt thérapie et je me suis également intéressé au chamanisme, où j'ai reçu une initiation avec la FSS, Foundation Shamanic Studies de Arner, donc j'ai fait le cycle long, plus des enseignements auprès de chamans traditionnels, donc avec des traditions différentes. Et dans ces traditions-là, il y a l'usage des psychédéliques. Notamment, c'est aussi ça qui m'a, j'ai envie de dire, mis un pied à l'étrier, qui m'a fait ouvrir sur ce monde-là, sur ces connaissances-là, sur cette utilisation
Ce qui fait qu'en tant que psychologue clinicien, comme je suis très curieux, j'ai vraiment essayé d'approfondir, de vraiment conceptualiser. Et avec Rosine, c'est vraiment le travail que l'on fait ensemble, puisque en cabinet, on reçoit des gens qui ont des retours d'expérience de l'étranger. Voilà comment les choses se sont faites. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser aux psychédéliques et pourquoi? Je réponds. Bon, alors, c'est vraiment à partir de la pratique chamanique. C'est-à-dire que quand on va, par exemple, en Amérique du Sud, il y a beaucoup de chamans, ou alors on dit chaman, mais on peut le dire autrement. On peut dire guérisseur, curanderos, on peut le dire homme médecine, bon, peu importe. En tout cas, ce sont des gens qui sont là pour guérir et qui vont utiliser donc des substances psychédéliques, c'est-à-dire de l'ayahuasca, du peyote, du San Pedro, des champignons. Donc, dans mon travail chamanique, j'ai rencontré ces gens-là et dans ces pays-là où c'est toléré, j'ai expérimenté toutes ces substances-là et leur potentiel d'accompagnement, d'ouverture. Donc ça a vraiment été une rencontre avec les psychédéliques et j'ai envie de dire, ça fait plutôt assez longtemps, plus d'une dizaine d'années en tout cas, euh, que j'ai ces expériences-là, dans les pays où c'est bien sûr autorisé et d'un point de vue chamanique. Je prends la suite. Oui, puisque moi, en fait, comment dire, je me suis toujours intéressée au chamanisme. J'ai émigré au Canada sur la côte ouest quand j'avais 20 ans et j'ai découvert toutes les peuplades autochtones canadiennes. Et de là, de cet horizon, je contemplais le Japon de l'autre côté du Pacifique et j'ai passé 6 mois à Okinawa, sur la petite île d'Okinawa, où en fait il y a un chamanisme très, comment dire, très prévalent en fait, et notamment mené par les femmes. Et j'ai été invitée à plusieurs reprises de participer à leurs rituels et tout ça. Et ensuite, j'ai passé 6 mois en Inde et je me suis beaucoup intéressée à toutes les religions et notamment aux cultures chamaniques, autochtones. Au Japon, le Shinto. Le Shinto. Et en fait, c'est plus tard, une fois formée en tant que thérapeute, que j'étais chez des amis en Équateur et j'ai assisté à une cérémonie d'ayahuasca. Et là, j'ai vu effectivement toute la difficulté d'intégrer l'immense matériau qui nous était présenté. Et en fait, moi-même, j'ai mis quelques mois pour intégrer tout ce que j'avais vu. Et ce faisant, en même temps, comme Denis, j'avais des clients qui venaient frapper à ma porte, des jeunes, hein, parfois qui avaient fait des expériences. Et là, tout à coup, j'ai commencé à comprendre de quoi il s'agissait. Et bon, c'était pas très souvent, mais quand même, ces sollicitations ont fait que j'ai pu m'intéresser et faire des croisements aussi avec toute la philosophie indienne, la mystique indienne, et retrouver des choses. Enfin, c'était un grand aha, quoi. Ouais. Et justement, comment ces enseignements chamaniques ou ces différentes pratiques auxquelles vous avez assisté ou participé là où c'est possible, comment cela, ça a informé votre pratique thérapeutique ensuite en cabinet, disons, de manière thérapie plus traditionnelle que ce qu'on peut voir ici en France? D'abord, ce que ça nous a demandé, c'est de trouver un fond théorique. C'est-à-dire que dans une pratique en cabinet, en tant que thérapeute, on ne va pas intervenir n'importe comment. On a un fond théorique, on a un référentiel théorique qui peut être gestaltiste, psychanalytique, systémique. Et pour pouvoir intégrer ces éléments-là, il a fallu qu'on constitue ce fond théorique où il y a des repères pour pouvoir accompagner des gens. Donc ça, c'était vraiment le premier point qui a été important, qui nous a pris beaucoup de temps et qui continue à prendre du temps parce que c'est jamais fini. On va toujours dans une exploration, toujours plus loin. Mais ça, c'est vraiment le premier temps. Et en tout cas, pour nous, c'est quelque chose qui est important si on veut faire des travaux d'intégration, quand on reçoit des gens dans des retours d'expérience.
c'est important que le thérapeute, que la personne qui accompagne ait ce support-là. Parce que ce n'est pas un travail qui est anodin et on peut aussi bien ouvrir qu'au contraire, on peut refermer. Alors, je ne sais pas si vous avez besoin qu'on vous donne quelques mots sur notre référentiel théorique, comment on l'a constitué, comment ça s'appelle. Absolument, oui, oui, enfin, c'était ma prochaine question et moi, ça m'intéresse beaucoup. De quelle base théorique vous êtes parti et ensuite, comment cela ça a été confronté, modifié avec les expériences que vous avez eues ou bien les patients que vous avez reçus et qui vous ont demandé finalement d'aller chercher d'autres modes d'explication ou d'aller plus loin dans certaines théories ou certains cadres. Alors, au départ, tous les deux, c'est là où on s'est connus en Gestalt thérapie. Donc, dans la Gestalt thérapie, il y a des concepts fondamentaux qui est celui du champ et celui de la forme, c'est-à-dire la formation de la figure. Alors, je vais essayer de vous donner succinctement quels sont nos grands repères théoriques qui viennent de champs différents et qu'on a essayé d'articuler pour qu'ils soient cohérents. Le premier point, c'est sur la conscience. Alors, la conscience, on ne va pas le prendre autant en termes psychanalytiques où on va toujours voir un inconscient qui toujours nous échappe, mais on va partir de la conscience qui, finalement, est sur des couches différentes. Il y a la petite conscience, le petit moi, l'ego, jusqu'à une conscience qui va être très, très élevée. Et plus on va s'élever dans notre conscience, plus ça va être guérisseur. Donc ça, c'est le premier point, c'est de travailler sur des différents niveaux de conscience et les psychédéliques nous permettent d'avoir accès à des niveaux de conscience différents. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que on vit dans un réel, c'est-à-dire le monde dans lequel on est, dans le réel, on a besoin de le symboliser. On a besoin de le cerner par l'imaginaire, mais on a aussi besoin de le transcender, ce réel-là, pour que finalement la vie que l'on vive aujourd'hui, elle soit vivable. C'est-à-dire qu'on passe notre temps à les symboliser. C'est-à-dire si je te pose la main sur l'épaule, ce n'est pas pareil que si je te pose la main sur les fesses ou sur la cuisse. C'est-à-dire qu'alors que du côté du réel, c'est qu'un morceau de viande qui touche un autre morceau de viande, on va symboliser cet axe, on va l'interpréter et on va avancer avec ça. C'est comme ça qu'on va se repérer dans le monde. Bien sûr, les expériences psychédéliques, elles vont ouvrir sur des choses absolument incroyables et on va avoir besoin d'aller les intégrer, de les digérer. Parce que si on ne digère pas ce que l'on vit, et c'est souvent Rosine qui a cette expression, c'est comme si on écrit une lettre et qu'on ne l'envoie jamais. Et donc, il y a vraiment ce travail de symbolisation. L'autre point que l'on défend aussi, c'est-à-dire que les images que l'on reçoit, ce sont des images polysémiques. Donc, elles ont plusieurs niveaux d'interprétation. Il y a une vraie élégance pour nous dans ces images-là qui nous permet d'être lues, d'être interprétées de façon différente. Elle peut l'être au niveau symbolique, au niveau de l'ego, au niveau transcendantal, métaphorique, corporel, processuel et parfois transgénérationnel. Bien sûr, une même image, il n'y aura pas toujours ces différents niveaux, mais on va quand même les interroger pour savoir comment la personne va pouvoir se nourrir pour intégrer, pour digérer cette image-là. L'autre point important qui a été assez problématique, en tout cas très questionnant, c'est le niveau divin, car les psychédéliques, ils sont antéogènes, où il y a une rencontre avec le divin. Et ça nous a posé la question, comment est-ce qu'on travaille avec ça, puisqu'on est dans un Occident où finalement les gens qui rencontrent avec le divin, c'est plutôt des gens qu'on va dire psychotiques. Enfin, il y a, au niveau de la nosographie, il y a eu, en tout cas en Occident, tout un travail de méfiance vis-à-vis de ce genre d'expérience-là qui était du côté de la pathologie, de la psychopathologie. Donc, non seulement il a fallu travailler avec cette notion-là comme étant une richesse, mais il a fallu aussi qu'on sache quoi en faire et comment le faire. Donc, ce qu'on a posé à cet endroit-là, c'est qu'on n'a pas imposé
notre propre cosmologie. C'est-à-dire que les gens qui vivent ces expériences-là vont dessiner eux-mêmes leur propre référentiel. Concrètement, on a vu des gens, en tout cas moi j'ai vu des gens qui imposaient leur propre cosmologie en disant mais ton travail il est bien que quand tu as fusionné avec le grand tout, avec Dieu, avec l'amour, ce qui fait que les gens qui n'ont pas eu cette expérience-là vont repartir en disant mince, j'ai eu une mauvaise expérience, je suis nul, je n'ai pas encore atteint. Donc on va surtout aider les gens à avoir leur propre cosmologie pour en faire quelque chose dans leur vie au quotidien, parce que ces expériences-là, elles doivent nous être utiles dans notre quotidien. Donc ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que ces expériences-là, en fait, elles nous sont très utiles au niveau des angoisses existentielles. Alors là, c'est aussi l'autre référentiel sur lequel on s'appuie. C'est-à-dire que dans les thérapies existentielles, ils posent un postulat qui est de dire les angoisses que l'on a, ce n'est pas uniquement avec ce qu'on a vécu dans notre histoire qui fait souffrance, mais on a des angoisses du sens de la vie, de la mort, de la finitude, de la solitude. Donc ça nous permet de pouvoir interroger aussi ces expériences, ces angoisses-là à partir du divin. Donc ça, c'est vraiment le corpus que l'on a. On va utiliser vraiment le processus, c'est-à-dire qu'on ne va pas imposer une grille, on va regarder vraiment au niveau du processus. En résumé, parce que là j'étais un petit peu long, mais comme c'est quelque chose qui nous passionne, on s'est à la fois inspiré de la Gestalt thérapie avec la théorie du champ, la formation de la figure, on s'est intéressé aussi du courant transpersonnel avec Groff, notamment, où dans le courant transpersonnel, il parle aussi du divin, mais on va en revenir parce que Groff propose aussi quelque chose avec les stades périnatales qui, à notre sens, peut aussi enfermer dans l'interprétation. Mais ça, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. On s'appuie sur le courant donc aussi des thérapies existentielles et on essaye d'articuler ça pour accompagner les gens pour qu'ils puissent décrypter leur expérience et surtout ne pas rester au premier niveau d'interprétation parce qu'un des risques, c'est que parfois les images sont tellement claires, nous paraissent tellement évidentes qu'on ne va pas chercher au-delà et elles peuvent à la fois aussi nous enfermer dans une interprétation, voire renforcer un ego parce qu'on se voit comme un grand guerrier, qu'on se voit quelqu'un d'extraordinaire. Et ça peut avoir un effet finalement délétère plus que bénéfique. Voilà, j'étais peut-être un peu long sur l'aspect, mais ça, c'est vraiment les grands concepts théoriques qui nous servent actuellement de base. Je ne sais pas si tu veux... Je suis toujours bavard là-dessus. Si tu veux compléter, Rosine, s'il y a des... Oui, c'est parfait. Je crois qu'au niveau de l'intégration aussi, ce qui nous a aidé, c'est un apport de la Gestalt qui considère l'homme en fait comme un tout. Et que la bonne santé, en fait, c'est de pouvoir naviguer dans les différents niveaux d'être, comment dire, sans fixité, quoi, avec souplesse. Donc, effectivement, dans l'approche polysémique qu'on adopte, on veille aussi à ce que tout puisse être visité, même si ça n'évoque peut-être rien pour la personne à un moment donné, mais qu'elle puisse en fait dire, ben non, là, ça n'évoque rien, mais que ce soit néanmoins nommé. Ouais. Justement, dans votre approche polysémique, il y a tous ces différents niveaux dont vous nous avez parlé juste avant. Et il y en a un d'entre eux sur lequel vous revenez dans votre article, qui est celui de l'ego, et qui est souvent un niveau ou un terme qui est beaucoup utilisé à la fois pour décrire les expériences psychédéliques et pour mener l'intégration ensuite. Alors, comment vous abordez ce niveau de l'ego à partir de vos différents référents théoriques ? Parce qu'on parle souvent que les psychédéliques permettent une dissolution de l'ego. Est-ce que c'est le signe d'une expérience réussie ou alors c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe que ce qui peut se passer à première vue ou alors, comment faire pour aborder ensuite, dans le processus d'intégration, ces expériences d'ego, de dissolution ou de recomposition qui sont souvent les plus marquantes? Okay. Au niveau de l'ego, on va dire c'est le petit moi, c'est-à-dire que c'est la conscience première qui veut posséder des choses, qui veut avoir une belle maison. Cette conscience-là de l'ego, si on reste à ce niveau-là, finalement, on n'a pas accès à une conscience qui serait plus élevée,
qui peut être une conscience qui peut être beaucoup plus transcendantale, qui fait qu'on devient limité. Cette limitation de l'ego, où on reste dans le petit ego, il y a à la fois dans nos besoins de possession, mais il y a aussi toutes les blessures que l'on a eues. Donc, effectivement, cette dissolution de l'ego, elle ne peut véritablement avoir lieu que si aussi on a bien nettoyé toutes nos blessures anciennes, qu'on n'est pas accroché à nos souffrances, à nos injustices, parce que ça va nous empêcher de grandir. Alors, la dissolution de l'ego, à la fois, elle est intéressante pour avoir accès à un niveau supérieur, et en même temps, de l'ego, dans notre quotidien, dans notre société occidentale, on en a besoin. En tout cas, à moins d'être un être complètement illuminé, un être parfait de lumière, mais la dissolution de l'ego, elle n'existe pas véritablement de notre point de vue. On parle, en fait, l'ego, il n'est pas central où il n'y aurait que cet axe de travail, c'est-à-dire tous les autres axes sont vraiment importants. Le problème avec l'ego, c'est qu'il peut être aussi un piège. C'est-à-dire que les expériences psychédéliques, on l'a vu chez certaines personnes qui revenaient du Pérou, se voyaient comme des grands voyageurs, des chamans, et qu'ils avaient vu au Pérou qu'ils étaient eux-mêmes des chamans. Donc, au contraire, ça venait renforcer l'ego. Et ça devient compliqué. Et c'est plus qu'une dissolution de l'ego, c'est venir interroger l'image de quelle place elle prend dans notre ego et comment finalement lui donner une place qui est juste, mais pas qui va nous maintenir dans ce petit moi et nous empêcher d'avoir accès à d'autres niveaux de conscience. Laurent Huglit, avec ses 8 niveaux de conscience, pour ceux qui lisent, peuvent voir ces différents niveaux auxquels on peut avoir accès. Donc, voilà pour moi la place de l'ego, comment on travaille avec l'ego. Rosine, tu veux compléter ? J'ai envie de compléter au fait que la dimension de l'ego, c'est aussi, toute notre dimension psychologique et que les blessures de l'enfance et tout ça sont rattachées à l'ego. Elles sont parfois vraiment très visitées aussi, que ce soit dans les bad trips ou autres expériences. Donc, cette dimension psychologique, elle est présente. Et je pense que on peut souhaiter la dissolution de l'ego, mais il faut aussi qu'il soit suffisamment fort aussi parfois pour résister à l'impact de toutes les informations qui arrivent et pouvoir les tenir en quelque sorte en face et de se confronter à toutes ces choses. Oui. Donc oui, c'est central parce que notre ego, en quelque sorte, c'est le pivot. C'est le pivot de départ, quoi. J'ai envie de dire. Ouais. Tout à fait. Et justement, de l'autre côté, on en a parlé brièvement juste avant, mais comment vous abordez dans votre travail d'intégration avec ces personnes qui viennent frapper à votre porte le contenu spirituel de cette expérience on a vu, en effet, on a ce contact antéogène avec cet effet antéogène avec les psychédéliques. Et j'imagine que c'est rarement un niveau qui est abordé en thérapie classique, mais qui devient assez présent avec les psychédéliques. Alors, comment vous travaillez ce niveau spirituel, notamment dans des sociétés laïques comme les nôtres? Alors, oui, c'est vrai. Oui. Denis, tu veux parler? Tu as déjà évoqué la cosmologie. Non, mais vas-y, toi, puis je dirai après. D'accord. Justement, je pense que collectivement, en fait, en quelque sorte, on s'est détourné du langage de l'âme, alors qu'en fait, c'est la signification première de psychothérapie, ce qui est quand même dommage. Mais culturellement, c'est là. Et donc, en fait, comment dire, on aborde le contenu spirituel en questionnant la personne par rapport à ses représentations, comment elle s'est imaginée ce monde, que ce soit à partir de sa culture, sa famille, tout le background, elle-même, comment elle se le représente, et par rapport à ce qu'elle amène en thérapie, par rapport à son expérience, en quelque sorte. Donc, il s'agit de dérouler un fil pour comprendre ses interprétations. Parfois, on peut peut-être lui suggérer des choses ou évoquer des choses pour voir comment ça résonne, mais en fait,
et c'est pour ça que je pense que l'intégration a besoin de temps, c'est que ça doit se dérouler aussi chemin faisant et que la personne chemin faisant puisse se construire cette cosmologie interne. Pour compléter un peu dans ce qu'on a dit au préalable, c'est-à-dire qu'on a aussi besoin d'aller transcender le monde. Nos sociétés occidentales, pendant un temps, on nous proposait une lecture pour transcender le monde au niveau de l'Église catholique. On pouvait transcender le monde même avec une forme d'idéologie communiste. C'était une façon d'aller transcender le monde. Ce qui est intéressant de voir, c'est que des psychanalystes comme Lebrun, Melman nous ont montré que notre société occidentale actuellement, du fait de ces faillites, de ces grandes idéologies, du communisme, de la religion, où on a tué Dieu, on a perdu cette capacité d'aller transcender le monde. Et ce que disait Ginette Michaud, une autre psychanalyste, il y a une forme de collapsus de la transcendance. Et en fait, le divin, c'est une façon d'aller remettre au niveau du psychisme une possibilité de transcender ce monde parce qu'on en a besoin pour qu'il soit vivable, pour qu'on puisse s'y repérer, pour qu'on puisse avoir du sens dans notre vie. Donc, c'est une fonction qui socialement avait été soutenue, qui ne l'est plus et qui a besoin d'être retrouvée. Et pour ça, les psychédéliques, finalement, ils sont assez extraordinaires parce que les personnes, j'ai envie de se... Je vais être un peu, comment dire, caricatural, mais ils se prennent Dieu dans la figure. Et là, il faut bien en faire quelque chose. Et en faire quelque chose, c'est de pouvoir le transcender, c'est-à-dire de pouvoir le regarder autrement, mais vraiment en termes de processus et pas comme quelque chose qui est d'une vérité absolue et qui fait que tout devient figé. C'est vraiment c'est de remettre du mouvement dans notre être là au monde. Mais justement, Rosine parlait que l'intégration, ce processus se fait sur la longue durée. Vous le mentionnez dans votre article, que souvent, il ne s'agit pas de faire quelques séances après expérience pour que le travail d'intégration soit clos. Et vous-même, vous séparez intégration et assimilation. Est-ce que vous pourriez peut-être dire deux mots sur ces deux pôles? Intégrer une expérience, c'est quand je vis, par exemple, une expérience avec quelqu'un, c'est la comprendre, pouvoir symboliser l'expérience sur le moment. Donc ça, il faut que je la comprenne sur le moment. Ça, c'est l'intégration. L'assimilation, c'est quand je vais confronter cette expérience-là avec mes autres expériences anciennes. Et là, ce n'est pas évident parce qu'on est bourré de croyances. C'est-à-dire toutes nos expériences anciennes nous ont donné des repères, des croyances qui d'un coup peuvent complètement être bousculées par ces expériences psychédéliques. Et là, ce n'est pas si évident que ça, parce que justement, et c'est aussi pour ça que ça prend du temps, c'est-à-dire que la phase de l'assimilation, de voir comment cette expérience, je vais lui redonner une place sur mon trajet de vie, sur mes croyances anciennes, ça prend du temps. Tout à fait. C'est clair la façon dont je le présente ou... Oui, oui, tout à fait. Ouais. Je pense que le temps de remâchage est nécessaire aussi parce que quand on dit contenu spirituel, ça dépend aussi ce qu'on veut dire par là. Parce que, par exemple, dans notre article, on cite plusieurs exemples, dont une personne qui voit qu'elle est missionnée pour faire pour transmettre la bonne parole. Et en fait, on a besoin de questionner ces injonctions spirituelles au regard de... au niveau de l'ego, est-ce que ce n'est pas une compensation de quelque chose? Au niveau métaphorique, dans le système familial, est-ce que ce n'est pas aussi qu'il doit porter la bonne parole dans sa famille? Enfin, de voir toutes les déclinaisons possibles et pas prendre le spirituel argent comptant, quoi, non plus. Et laisser la personne le temps de le mettre au bon niveau. Ouais. Justement, ça m'interrogeait sur quelles seraient alors les limites de ce travail d'intégration, puisqu'il faut justement replacer tout à la bonne place. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas tout opérationnaliser à travers le travail d'intégration. Vous pourriez peut-être nous dire quelles difficultés auxquelles vous êtes confrontés, jusqu'à quelle distance ça vous permet d'aller. Et puis, à un certain moment, j'imagine, on peut seulement en faire...
pas tout faire avec le travail d'intégration non plus. Les limites, c'est parfois quand les gens sont persuadés qu'ils ont la bonne interprétation sur un seul niveau. Mhm. C'est-à-dire que quand on est avec des gens, on dit non, non, mais je sais, là, je ne veux pas en parler plus. Je sais que j'ai vu que je devais faire ça, que ma mission sur Terre, c'est ça, et on ne va pas aller plus loin. Donc les gens s'accrochent à leur niveau et ne veulent pas questionner davantage et être sur cette richesse. Donc ça, c'est déjà une première limite quand même sur l'intégration. L'autre, ce serait la peur, en fait, la peur d'aller revisiter certains contenus de l'expérience, notamment enfin, avec les bad trips. Hein, il y a parfois des expériences qui peuvent être très vivaces, traumatisantes même. Je pense à un de mes clients, relativement jeune client, dont grand-père était mort en camp de concentration et qui revisite ça dans une expérience. Là bon, il faut du temps aussi pour que la personne puisse dépasser sa peur d'aller là. Ouais. Mais justement, parlons un peu des bad trips qui, pour certains, finalement, n'en sont pas vraiment, puisqu'on peut parler aussi d'expériences difficiles qui seraient en fin de compte bénéfiques. Est-ce que vous partagez un peu ce sentiment que les bad trips ont leur utilité ou finalement nous montrent des choses qu'on devait voir ou qui s'imposaient à nous en quelque sorte? C'est-à-dire qu'un bad trip, s'il est bien interprété, bien intégré, bien assimilé, ça nous fait grandir. Si la personne, elle reste avec ce bad trip, qu'elle ne veut pas en parler, surtout qu'elle veut le mettre à distance, ne plus avoir affaire avec, ne plus se remémorer ce bad trip, là, il devient vraiment anxiogène. Et là, c'est une vraie difficulté. Donc, j'ai envie de dire, c'est comme toute expérience de vie. On a un accident de voiture, des personnes pourront dépasser cet accident, en apprendre quelque chose, et d'autres vont rester dans leur peur et ne plus bouger. J'ai envie de dire, c'est vraiment ce qu'on vit dans nos vies. C'est ce qu'on fait de nos expériences. Après, enfin oui, c'est ce qu'on fait de nos expériences. C'est à quel niveau se situe le bad trip aussi, au niveau du contenu ou au niveau de l'expérience en tant que telle. Enfin, justement, je racontais à Denis un peu plus tôt d'une femme que je connais aux États-Unis qui, elle, a été violée pendant une expérience, comment dire, de psychédélique. Et bon, c'était la période Timothy Leary, tout ça. Enfin, il y a quand même beaucoup de temps, quoi. Hein. Mais est-ce que vraiment c'est toujours positif? Je ne sais pas. Ouais. Je pense pas. Je pense pas. Et je sais que dans les sociétés chamaniques, on dit que de toute façon, toute expérience est sacrée et que quelle que soit l'information qu'on a, c'est sacré, c'est bon. Je pense que des fois, ça fait effraction et que les gens ne sont pas du tout prêts, alors que dans les sociétés chamaniques, il y a une culture derrière qui les soutient. Et tout le monde ne pratique pas ça, c'est surtout le chaman ou les initiés, quoi. Ceci dit, les chamans sont aussi des hommes comme les autres, et quand les gens vont au Pérou, c'est aussi important de savoir à qui ils ont affaire quand ils sont au Pérou, Mexique ou autre pays. Hein. Ça reste des hommes aussi avec tous les travers. Et en tout cas, moi, j'ai aussi entendu des expériences malheureuses où des personnes ont été abusées dans des expériences comme ça à l'étranger. Mais c'est pas, en tout cas pour moi, c'est pas ce que j'appellerais fondamentalement un bad trip, c'est-à-dire que c'est une expérience où le cadre a été mal posé et c'est plutôt du passage à l'acte à ce moment-là. D'accord. Et justement, pour les personnes qui souhaiteraient voyager au Pérou, au Mexique, dans d'autres pays d'Amérique du Sud pour vivre des expériences psychédéliques avec des chamans ou non, vu votre expérience maintenant de personnes qui en reviennent avec des expériences soit difficiles, soit qui sont compliquées à interpréter, qu'est-ce que vous leur recommanderiez? Qu'est-ce que vous leur direz? Quelle intention ils ont d'abord au départ? C'est qu'est-ce qu'ils vont chercher? Et ça, c'est vraiment le tout premier point.
Est-ce que c'est pour... parce qu'il y a une forme de quand même narcotourisme ou de tourisme chamanique qui se développe vraiment énormément. Donc, est-ce que c'est quelque chose, encore une fois, qui vient nourrir l'ego ou est-ce qu'il y a une autre intention derrière? C'est pour avoir des enseignements chamaniques, c'est de savoir là où ils vont, avec qui ils vont travailler, parce que les chamans traditionnels, ils ne sont pas le même référentiel que nous. C'est-à-dire nos histoires d'intégration telles qu'on le pense en termes psychothérapeutiques, ce n'est pas leur truc du tout. Il y a des cérémonies où ils font un travail de soin, mais c'est un travail de soin chamanique. C'est pas, on va pas parler de ce qu'on a vécu, papa, maman et tout, de notre voisin. Enfin, ils s'en fichent de ça. Donc, il ne faut pas qu'on se trompe aussi sur ce qu'on va chercher et sur ce qu'on va trouver. L'autre chose aussi, en tout cas, moi, dans ce que j'ai vu, dans certaines expériences, c'est-à-dire qu'il y a aussi des enjeux financiers. J'ai vu des chamans qui savent que les gens qui viennent de loin, qui prennent l'avion, il faut qu'ils en aient pour leur argent. Donc, avec des gens qui ont été surdosés aussi. Parce qu'ils voulaient voyager, ben pour le coup, ils ont vraiment voyagé sans être préparés. Sans être préparés, ça veut dire que, de mon point de vue, en tout cas, je parle peut-être aussi pour toi, Rosine, c'est que les gens aient déjà fait au minimum un petit peu de travail sur eux-mêmes. Oui, je pense, oui. Sinon, ils peuvent s'en prendre vraiment plein la figure. Donc, déjà, être au clair avec les intentions, d'avoir fait un travail sur soi à minima, d'avoir été préparé aussi sur ce qu'ils peuvent découvrir. Et que parfois, il peut y avoir des expériences de conscience élargie, mais à partir de la respiration holotropique ou d'autres types, hein, qui peuvent déjà être un premier pas, un premier support. Je ne sais pas si tu veux compléter quelque chose. Oui, je voulais compléter peut-être avec un exemple, effectivement. Comment dire, enfin, j'ai l'impression, en tout cas, les chamans, les autochtones ne travaillent pas à un niveau psychothérapeutique. Et j'ai une collègue qui m'avait relaté l'histoire d'une mère qui était venue la voir après que sa fille ait pris de l'ayahuasca au Pérou. Et elle avait vu qu'elle avait été abusée par son père. Et quand elle a demandé au chaman, enfin, est-ce que c'est vrai? Il lui a dit, mais bien sûr, tout ce que l'ayahuasca vous montre, c'est vrai. Et ensuite, donc, cette fille a fait une thérapie avec cette femme. Et en fait, ce qu'on travaille, nous, c'est comment ça affecte le client et quel était vraiment le lien de cette fille avec son père. Parce que de fait, là, dans ce cas-là, ce n'était pas vraiment un abus, c'était une symbolisation en quelque sorte. Et donc là, il faut pouvoir décortiquer ça. Il faut pouvoir oui, prendre ce recul-là et accepter l'expérience, mais avec tous ces, comment dire, ces facettes. Ouais. Et justement, il y a une question qui m'est venue en vous écoutant parler, c'est quel serait alors le lien entre intention et intégration? Est-ce que pendant le travail d'intégration, on revient sur ce qui était l'intention de l'expérience psychédélique pour s'appuyer dessus, ou bien pour la décortiquer, ou bien pour s'en servir pour mener ce travail d'intégration ensuite? Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Nous, les gens que l'on voit, ce sont des gens qui reviennent d'expérience, qu'ils n'ont pas forcément très bien vécu. C'est pour ça qu'ils viennent frapper à notre porte. Donc, le travail de l'intention, nous, on n'a pas fait parce que c'est des gens qu'on ne connaissait pas. Par contre, quand on voit tous les travaux qui sont faits sur l'intention, ça date depuis longtemps puisque les psychédéliques ont été utilisés avec des gens comme Groff. Ça a même été utilisé à des fins techniques. Si on se remémore l'expérience en 66 Menlo Park, hein, où il y avait des scientifiques qui devaient résoudre un problème, ils ont été sous substance et pouvoir résoudre le problème. Donc, c'est sûr que l'intention, elle est vraiment importante. Et en tout cas, dans ce que moi j'ai lu des travaux aux États-Unis, en Angleterre, enfin dans les pays où ils peuvent travailler avec ces substances-là. Le travail sur l'intention, il est vraiment très, très important. Ils vont reprendre ça dans l'intégration aussi.
Donc, être au clair avec les intentions, c'est vraiment fondamental et ça va vraiment faciliter le travail ensuite de l'intégration. Mais je fais aussi cette hypothèse que ça aura une grande incidence dans l'expérience elle-même, puisque ça va aussi, pour une part, conduire l'expérience, orienter l'expérience. Ok. Moi, je ne sais pas si ça va vraiment conduire l'expérience. J'ai pas, je ne sais pas suffisamment. Effectivement, parce que je fais des travaux d'après-coup. Mais ce que je pense, c'est que si la personne a une intention, peut-être elle va davantage conscientiser sa démarche. Hmm. Voilà. Ok. Et Mm. justement, Denis, tu abordais l'expérience de Menlo Park, donc à l'époque où disons, l'emploi des psychédéliques pour la recherche psychologique et scientifique était autorisé. Aujourd'hui, on a de plus en plus de recherches dans beaucoup de pays qui sont menées pour établir des protocoles de thérapie assistés par les psychédéliques. Peut-être je peux vous demander qu'est-ce que vous pensez de cette recherche actuelle. Est-ce que vous y voyez beaucoup d'espoir? Est-ce que vous y voyez certaines limites de la manière dont sont conçues les thérapies psychédéliques aujourd'hui? Juste prendre votre avis là-dessus. Alors, moi, j'ai plusieurs réponses à ce niveau-là. D'abord, beaucoup d'espoir, puisque, en tout cas, dans les recherches qui sont faites dans les pays où c'est autorisé, c'est vrai que pour les syndromes de stress post-traumatique, pour les dépressions, pour les gens en fin de vie, pour les gens qui sont très malades, qui ont un cancer, c'est vraiment des aides qui sont vraiment précieuses. Moi, je regrette vraiment qu'en France, on ne puisse pas mener des recherches officielles à ce niveau-là parce qu'on va être en retard. Et je le regrette parce qu'il y a beaucoup de pays, États-Unis, Canada, en Suisse, les médecins peuvent utiliser, enfin, Israël le font, enfin, il y a beaucoup de pays, on est en train de prendre un retard considérable et vraiment, j'en suis très malheureux pour notre pays, pour la recherche, voilà, et je rêve qu'il y ait une recherche. Ceci dit, il y a quand même un point, quand même, moi, qui m'interroge dans les recherches actuelles. Et on l'a vu aux États-Unis, notamment pour certains médicaments, notamment qu'on met dans le nez, c'est-à-dire qu'ils ont supprimé le niveau antéogène. Comme si le niveau antéogène, finalement, il n'était pas très intéressant et qu'on préférait travailler autrement. Et je trouve que quand on travaille sur des nouvelles molécules, qu'on enlève, qui est proche des molécules qu'il y a dans les psychédéliques, mais qu'on va supprimer le niveau antéogène, pour moi, c'est vraiment une perte. Et là, j'ai peur que les psychédéliques soient utilisés comme nos futurs antidépresseurs sans qu'il y ait niveau antéogène. Et là, on aura une perte, pour moi, absolument immense. Et j'espère qu'on n'en sera pas là et que ce ne soit pas quelque chose qui soit donné par des médecins généralistes sans intégration, sans tout travail psychothérapeutique derrière. Enfin, moi, c'est ma crainte. J'espère que je me trompe. Moi, je soutiens totalement, je n'ai rien à rajouter, je suis bien d'accord aussi par rapport. Ouais. Et justement, dans la prospective que cette thérapie se développe, vous avez évoqué des cas, les cas qui sont les plus recherchés maintenant, hein, la fin de vie, les dépressions, le syndrome du stress post-traumatique. Mais une question qui me viendrait, c'est est-ce qu'on pourrait penser que les psychédéliques seraient bénéfiques pour une majorité de personnes? Est-ce que finalement, on a entendu beaucoup ce discours dans peut-être la décennie des années 60 ou 70 et peut-être encore un peu aujourd'hui, qui est que les essences psychédéliques seraient vraiment quelque chose d'utile pour la grande majorité de personnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est pas vrai? Est-ce qu'il faut prendre des précautions importantes? Est-ce qu'au contraire, des expériences encadrées sont souvent bénéfiques? Alors, il faut que les expériences soient toujours encadrées. Là, qu'il y ait un cadre de posé rigoureux, ça me semble indispensable. Après, sur les structures de personnalité, moi, je m'interroge. Est-ce que pour des gens, par exemple, psychotiques, schizophrènes, paranoïa, mélancolie, enfin, est-ce que c'est judicieux ou pas? Et moi, je suis curieux de la recherche à cet endroit-là. Et vraiment, si on pouvait nous confier des recherches, vraiment, je serais vraiment très, très intéressé parce que cliniquement, je ne sais pas.
pour certaines structures de personnalité. Pour d'autres, j'aurais un peu moins de doutes. Pour certaines, je ne sais pas. Enfin, voilà, je ne sais pas trop comment répondre. Ouais. Bon, tout ce qu'on sait, c'est ce qui s'est passé aux États-Unis, quoi. Enfin, des défenseurs de ces expériences comme Timothy Leary ou autres ont préconisé ça pour le plus grand nombre. Il y a eu une consommation endémique parfois dans les universités et autres parmi les étudiants. Et de fait, je pense que la consommation sauvage, en fait, c'est pour ça que ça a été interdit aux États-Unis par le gouvernement, c'est que les gens, j'imagine, prenaient sans savoir rien sur les quantités, sans être dans des cadres suffisamment sécurisants pour faire une expérience tranquille. Donc, et effectivement, dans un premier temps, le gouvernement américain avait interdit, sauf dans des conditions très cadrées, dans le but de la recherche ou d'expérimentation ou autre. Et après, je crois que c'est le grand public qui a en fait stoppé tout ça. Donc je pense qu'il faut une certaine maturité et peut-être le réserver pour l'instant dans le cadre de la recherche pour la santé. C'est une bonne chose. Et justement, je me demandais, parmi nous, parmi ceux et celles qui nous écoutent ce soir, j'imagine certains et certaines d'entre eux ont fait des expériences psychédéliques. Et pour les personnes qui souhaiteraient approfondir leur travail d'intégration après ces expériences psychédéliques, après ces voyages, peut-être sans forcément aller voir un thérapeute, mais qu'est-ce qu'on pourrait leur conseiller? Quelles pistes on pourrait donner presque pratiques à des personnes qui souhaiteraient engager peut-être un travail sur eux-mêmes à partir de leurs expériences et mener un travail d'intégration? Sans voir un thérapeute, j'aurais l'impression d'aller plaider pour ma paroisse, c'est-à-dire qu'intégrer tout seul, je pense que c'est vraiment très, très complexe. C'est vraiment très complexe parce que justement, les images parfois peuvent être vraiment très réelles, on peut les prendre au premier degré. En plus, au niveau émotionnel, on va ressentir des choses. Donc, avec cette idée de puisque je l'ai ressenti, ça sera encore plus vrai. Et je pense qu'on a besoin de quelqu'un pour intégrer, quelqu'un qui ait une lecture assez large, qui ne voit pas ces expériences comme de la pathologie, comme de la schizophrénie, parce que pendant très longtemps, ça a été perçu comme ça, hein, dans le tout début des psychédéliques. Les psychiatres pensaient, d'ailleurs certains en ont pris, pensant vivre une expérience de psychose pour mieux comprendre leurs propres patients. Bon, on en était là quand même. Donc, ce qui donnait une idée de comment cette expérience-là était pensée. Donc, ce qu'on peut éventuellement dire, c'est que dans ce qu'on a écrit au niveau des différents niveaux d'interprétation, c'est que les gens puissent éventuellement avoir ces différents niveaux et se questionner ou entre eux se questionner et de dire tiens, et toi au niveau de l'ego alors comment ça vient nourrir ton ego ou qu'est-ce que tu viens apprendre à ce niveau-là. Puis autrement, au niveau métaphorique, comment est-ce que tu pourrais comprendre cette image et cette expérience-là, quelle cosmologie ça te donne et qu'est-ce que tu vas faire de cette cosmologie-là. Voilà, c'est... Je pense que ce qui est montré dans les expériences psychédéliques, c'est-à-dire dans les états de conscience élargie, ce sont justement des choses qui étaient hors champ de la conscience auparavant. Et ces nouveaux matériaux, j'imagine, peuvent vraiment bénéficier dans leur traitement d'un sparring partner, de quelqu'un qui va venir confronter un peu, parce que finalement, comment dire, on suit toujours la même ornière de connaissance de nous-mêmes et pouvoir avoir une vision décalée de quelqu'un qui va peut-être effectivement, comme dit Denis, reprendre les différents niveaux, les questionner, ça permet d'aller plus loin. Puis enfin, quoi qu'inconfortable, à mon avis, c'est bénéfique, c'est très bénéfique. Et avec un psychothérapeute exercé à ça et qui connaît la dimension transcendantale, spirituelle ou autre, moi, je pense que c'est peut-être encore plus riche. C'est peut-être plus riche. Oui.
Mhm. En tout cas, il y a une idée que moi je combats fermement, c'est d'entendre des gens qui disent la plante sait ce qui est bon pour toi, traverse l'expérience. En gros, et débrouille-toi avec. Mhm. Mm. Donc ça Ça, c'est serait pas largement tellement incomplet. entendu. Mhm. Oui, c'est des choses que j'ai déjà entendues. Donc, avant, je vais vous poser quelques dernières questions, mais j'invite tous ceux qui nous regardent en ce moment à poser les questions via le chat YouTube. On va avoir Kali qui va venir ensuite relayer vos questions à Denis et Rosine, donc n'hésitez pas. Euh, je me demandais de manière très pratique, est-ce qu'il y a un profil type des personnes qui viennent vous voir en cabinet? Est-ce que c'est des personnes plutôt jeunes, plutôt vieilles? Est-ce qu'il y a une différence entre les hommes ou les femmes? Est-ce que c'est plutôt des personnes aisées, des personnes précaires? Je crois savoir que vous travaillez des fois avec des couples également. Enfin, que des couples viennent vous voir? Est-ce que vous pouvez me dire à peu près, je ne sais pas, quel genre de personnes vous recevez? Est-ce qu'il y a des tendances ou alors est-ce que c'est vraiment quelque chose de très, très universel? Moi, j'ai vraiment pas de profil type. Ça peut être des gens très jeunes, des étudiants, Mhm. euh, j'ai même eu des jeunes de 18, 19 ans, jusqu'à des personnes bien plus âgées qui ont les moyens pour faire du tourisme euh, de façon assez prolongée en Amérique latine. J'ai pas vraiment de profil, non. Enfin, Mhm. ouais. Mm. Oui, Denis? pour moi, c'est Denis, un petit peu. pareil, hein. C'est aussi des gens qui, aussi bien ont fait des expériences en Amérique du Sud, en couple parfois, ce qui n'est pas sans poser aussi certains problèmes, ou des jeunes qui font des expériences sauvages ici et qui reviennent complètement non intégrés dans notre société. C'est-à-dire Mhm. qu'ils restent complètement dans cette expérience et qui ne trouvent plus leur place dans la société, où ça prend plus de sens, ou donc avec souvent c'est des parents qui sont très inquiets pour leurs enfants qui ont une vingtaine d'années, hein, Mhm. Mm. et qui voilà qui en fait peuvent me les envoyer comme ça. OK. Et vous, comme personne, comme thérapeute, maintenant que vous avez du recul sur le nombre d'années que vous avez travaillé avec ces personnes qui viennent vous voir, comment ça vous a transformé comme personne de travailler avec ce genre d'expérience et ce genre de public? Est-ce que vous, ça a participé à votre propre cheminement en quelque sorte? Mm. Par exemple, pour les Euh, personnes, les apprentis psychologues ou psychiatres qui nous regardent et qui seraient intéressés par ces sujets-là, comment ça peut participer d'un cheminement personnel envers cette discipline ou ce champ? Bah, pour moi, peut-être d'abord, comment dire, d'avoir introduit une plus grande multidimensionnalité dans ma pratique thérapeutique, euh, qui avant était plutôt limitée effectivement aux problèmes psychologiques et pas spirituels. Donc, professionnellement, c'est ça. Personnellement aussi, c'est d'être beaucoup plus consciente en fait de la réalité du vaste de l'être humain. Mhm. Et ça m'a beaucoup amené à travailler sur le transgénérationnel aussi, parce que les personnes qui faisaient des mauvaises expériences, parfois, comment dire, réveillaient d'anciens souvenirs hérités, ou c'était des traumatismes anciens dans la lignée familiale. Et donc, ça m'a mis sur une trajectoire en fait du transgénérationnel, et ça m'a vraiment beaucoup intéressée, et ça m'a renvoyé moi-même à ma propre lignée, bien sûr. Mhm. Ouais, ouais, tout à fait. Je dirais que le chamanisme aussi m'a vraiment changé. C'est-à-dire que la vision du monde, notamment au niveau de la psychopathologie, c'est-à-dire que des gens qui entendent des voix, certains effectivement sont psychotiques, mais d'autres non. Et ça, c'est ma vision aussi chamanique du monde des invisibles. Et que bien sûr, les expériences chamaniques où on utilise des substances, ça vient vraiment ouvrir ça. Donc ça, moi, ça m'a ouvert en tant que thérapeute sur une autre vision du comportement humain. Pour moi, en tant qu'être humain aussi, ça m'a changé ma propre cosmologie. Ça m'a interrogé qui finalement je veux être dans ce court passage où on est sur cette terre, c'est quoi mon chemin de vie. Enfin,
ça vient vraiment nous chercher, enfin moi ça m'a cherché vraiment sur des questions de fond, vraiment très très important. Ça a changé ma pratique aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses, même pour des gens en thérapie traditionnelle, où je ne vais plus travailler de la même façon. Si on a le temps, je peux vous raconter une petite histoire, par exemple, pour pouvoir illustrer ça. Bien sûr. J'ai eu, par exemple, en thérapie, une femme médecin qui, elle, est aussi croyante. Et elle a eu une expérience quand elle était interne. Un jour, elle rentre dans une chambre et il y a une femme âgée qui lui dit, écoutez, je vais bientôt mourir, je voudrais que vous restiez près de moi. Et elle lui dit, bah, pas de souci, je reste près de vous, vous n'allez pas mourir toute seule. À ce moment-là, le chef de clinique arrive et dit, attention aux urgences, coup de feu, tout le monde vient, tu viens aussi, on y va. Elle dit, mais non, je ne peux pas parce que cette personne, elle va bientôt mourir, je ne peux pas la laisser. Et donc, le médecin chef lui dit, non, mais attends, on a des gens à aller sauver, donc tu viens d'abord sauver des gens avant de t'occuper de cette dame. Donc, évidemment, elle part parce qu'elle n'a pas le choix. Et ce qui doit arriver arrive, la personne décède et elle garde une grande culpabilité tout au long de sa vie en disant mais j'ai laissé mourir cette femme tout seul, elle me l'a demandé et j'ai vraiment trahi quelque chose. Le fait que je pense dans mon expérience chamanique que les âmes existent par exemple, ça c'est ma croyance, mais que je vais vérifier avec elle aussi. C'est-à-dire que pour elle, les âmes existent aussi. Puisque l'examen existe pour elle, à ce moment-là, je vais travailler à ce niveau-là. Je lui ai proposé une séance d'hypnose pour aller contacter l'âme de cette grand-mère qui était morte. Donc, elle a accepté ça. Sous hypnose, elle a contacté l'âme de cette grand-mère. En tout cas, pour elle, c'est une expérience qui prenait du sens. Elle a dialogué avec cette âme qui lui a dit « Mais non, je comprends, je t'ai vu, je te pardonne ». Et ce qui fait que cette culpabilité qu'elle avait vis-à-vis de cette personne a complètement disparu. Si j'étais resté dans mon approche purement psychanalytique à laquelle j'ai été formé ou dans mon approche un peu gestaltiste restrictive, je n'aurais jamais proposé ça. Là, j'ai pu m'autoriser et ça m'a vraiment ouvert sur mon cadre. Super. Je vais inviter Kali à venir nous rejoindre. Elle va pouvoir relayer les questions qui vous ont été posées par les téléspectateurs sur YouTube. Bonsoir Kali. Bonsoir. Et oui, merci beaucoup pour cette conversation. C'est vraiment important, c'est ce que vous faites et c'est vraiment super intéressant. En fait, sur le chat, on a eu une très riche discussion autour de votre conversation. Alors, j'ai beaucoup de questions. Alors, on va rester un petit peu court sur la question parce qu'on voulait vous poser les questions qu'on a sur le chat. Alors, voilà, notre première question pour vous du public, ça vient de Théo. Et Théo vous demande si savez-vous pourquoi le cerveau sous psychédélique amène la conscience à concevoir le divin, même chez les personnes qui n'y croient pas du tout avant la prise? C'est une question qui est compliquée. Hein. Dans ce qu'ils ont fait au niveau du cerveau, il y a beaucoup plus de connexions neuronales qui se font. Ça, ils ont fait des expériences sous LSD, par exemple, on a étudié. Et là, tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, dans ce que j'ai lu actuellement de la recherche et de ce que j'en ai compris, c'est que tout le monde n'est pas d'accord. Certains pensent que c'est toutes ces connexions-là, d'autres pensent qu'il y a certaines substances, notamment qui sont proches de la DMT, hein, qu'on a aussi dans le cerveau avec la glande pinéale, viennent favoriser cette expérience-là. Mais ce qui est compliqué pour moi, c'est que quand on parle au niveau du cerveau, c'est comme si la conscience était dans le cerveau, comme si tout se jouait dans le cerveau. Donc ça, c'est plutôt l'approche neurologique.
qui, à partir de PET scan, de scanners, viennent démontrer ça. En même temps, ils n'ont jamais dit que la conscience était dans notre cerveau. Et il y a souvent cette image du transistor ou du poste de télévision, c'est-à-dire que ce n'est pas le poste ou le transistor qui font le programme et que le programme vient d'ailleurs. Et qu'effectivement, si vous augmentez vos antennes, ben peut-être que vous allez capter plus de programmes et que pour certains, le fait de prendre des substances, ça va augmenter le nombre d'antennes. On en est dans la recherche, hein. C'est toutes les hypothèses. J'ai du mal à croire que la conscience soit uniquement dans le cerveau et que ça soit uniquement un phénomène chimique dans le cerveau. Voilà, mais c'est vraiment personnel. Mais on en est dans la recherche. Rosine, je ne sais pas si tu veux... J'étais plutôt au niveau de, comment dire, de Jung et de la quête de sens qu'il a mis en avant, le besoin pour l'homme de faire du sens en fait de sa vie dans l'univers, et que c'est peut-être une question qui est beaucoup évacuée dans notre société et qui peut-être revient à ce moment d'ouverture de conscience qu'induit le psychédélique, éventuellement. Ok. Merci beaucoup. C'est une très bonne réponse en plus. Oui, alors la deuxième question, c'est par rapport aussi à la question scientifique de ce type des expériences. Et ça vient de Laetitia. Et la question, c'est est-ce que les sciences cognitives ou la neuroscience peuvent apporter des explications à ce qui se passe pendant le processus d'intégration? Oui, bien sûr, ils auront leur propre grille de lecture, mais c'est comme chaque champ théorique, c'est-à-dire que les neurosciences vont expliquer des choses, les sciences cognitives, de mon point de vue, elles risquent de laisser une grande part de côté. Pour moi, ça serait le risque de tout expliquer au regard des sciences cognitives ou de la neuro. Mais en même temps, c'est toujours intéressant. Moi, je suis toujours preneur de ce qu'ils peuvent amener. Je suis psychologue clinicien et je ne suis pas neuropsychologue, donc je prêche aussi pour ma propre paroisse, qui est plutôt clinique. Et de mon côté, je ne connais pas assez les neurosciences pour pouvoir répondre à cette question. Ok. Super. Bon, on a eu beaucoup de discussions autour des bad trips et comment l'intégration peut aider aux gens à améliorer un bad trip. Mais il y avait aussi beaucoup de questions autour de cette idée que les bad trips peuvent être salutaires, en fait, qu'ils peuvent être thérapeutiques. Et je voulais savoir, est-ce que pour vous, un bad trip peut être thérapeutique sans intégration ou pas? Alors, dans mon expérience de cabinet, quand les gens viennent me voir parce qu'ils ont fait un bad trip, ils viennent souvent 2 ans ou 3 ans après. C'est-à-dire, c'est quand vraiment ils ont été coincés dans leur bad trip, quand il y a quelque chose d'une dépression qui vient, ils se disent « je ne peux pas rester avec ça ». C'est parce qu'ils ne l'ont pas intégré qu'ils viennent me voir après coup. Donc, le cerveau humain, l'être humain, on est tous équipés psychiquement pour finalement surmonter des moments difficiles dans la vie. C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des accidents, il y a des traumatismes, on est équipé psychiquement. Sauf qu'il y a certains événements qui vont nous dépasser. Et c'est là où ça va faire traumatisme. Et quand on reste avec ce traumatisme-là, eh ben, on boucle. Et là, c'est là où on a besoin de quelqu'un. Et en tout cas, dans les bad trips que j'ai vus dans les gens qui viennent me voir, c'est des gens qui ne s'en sortaient pas. Alors peut-être qu'il y a des gens qui s'en sortent,
qui arrivent tout seuls parce qu'on est équipé pour ça, puis d'autres pas. Je pense que ça dépend aussi enfin, comment dire, du soutien personnel de ces personnes. Je veux dire, s'ils ont eu des amis qui ont une écoute respectueuse et tout à fait clean en quelque sorte, non projective, ça peut effectivement aider. Mais s'ils tombent sur des personnes qui vont complètement ridiculiser leur expérience ou jeter un regard comment dire, de honte, ça ne fera qu'empirer la chose. Donc, je pense que ça va dépendre aussi du contexte dans lequel la personne se trouve. Ouais. Ouais. Comme toute expérience traumatisante, de toute façon. Oui, alors vous faites pas vraiment la différence entre un bad trip traumatique et une expérience traumatique sans psychédélique. Quand il y a une expérience qui n'est pas intégrée, c'est ça qui fait traumatisme. C'est-à-dire quand il y a une forte charge émotionnelle, ça vient réveiller une angoisse et qu'on n'arrive pas à faire face à cette angoisse. Et l'angoisse, elle reste, elle revient. Et que ça soit sous psychédélique ou dans la vie, le phénomène, il reste relativement similaire sur le plan psychique. Par contre, c'est beaucoup plus facile de trouver des gens à qui parler d'un événement traumatique, entre guillemets, courant, que d'un événement traumatique sous psychédélique. Parce que comme c'est illégal, ça pose souci, quoi. À qui en parler en toute confiance. Oui. Ok. Bon, ça aussi, ça a une relation avec la prochaine question, en quelque sorte, pas exactement, mais cette question vient de Osias et il demande par quel biais les psychédéliques nous amènent en territoire inouï et comment les visions psyché sont-elles différentes à des visions oniriques ou les visions de rêve. Onirique. Ouais. C'est une question qui est vraiment très, très complexe. C'est-à-dire que, à la différence du rêve, il me semble que les visions psychédéliques sont beaucoup plus nettes. Elles paraissent comme des vraies évidences. Il y a une lecture qui est première, il y a un niveau émotionnel qui est aussi très très présent, beaucoup plus que dans les rêves, même si on peut faire des cauchemars dans les rêves, on sait que finalement c'est du cauchemar, c'est du rêve. À un certain moment, c'est dans les psychédéliques, moi je peux entendre beaucoup de gens qui me disent, puisque je l'ai ressenti au fond de moi, c'est que c'est vrai. Donc la dissociation entre une vérité parce que je l'ai vu, et un rêve où finalement dans le rêve, on sait bien que ce n'est pas tout à fait vrai, que ce n'est que du rêve. En tout cas, dans notre société, c'est vu comme ça, parce que dans d'autres sociétés, le rêve, c'est aussi vu comme du réel. En tout cas, si je rêve que mon voisin m'a piqué des fruits, je suis en droit d'aller voir mon voisin et dire non, mais là, tu m'as piqué des fruits, je l'ai vu en rêve. Dans notre société, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça veut dire qu'il y a un niveau qui est différent. On fait bien cette distinction entre ce qui est du rêve pour du semblant et que les psychédéliques nous font souvent penser que c'est du vrai, c'est du réel, puisqu'on l'a vu. Et si je reprends l'histoire du viol dont a parlé Rosine, d'où cette femme, quand elle va en Amérique du Sud, voit sous psychédélique que son père l'a violée, pour elle, ça devient du vrai. Or, ça peut être interrogé autrement. Et ça, c'est une vraie différence. Oui, c'est vrai. Tu as quelque chose à ajouter aussi? Non, tout à fait. Ouais, Ok, super. Oui, il y a une question ici de Michael qui demande si la transcendance est un outil de transformation si puissant, quelles sont les forces de la civilisation occidentale qui les ont pendant tant de siècles méthodiquement effacées? Si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je ne suis pas sûr qu'elle les ait effacées. Elle a plutôt conditionné la transcendance par le biais de la religion.
C'est plutôt comme ça que je le verrais. C'est-à-dire qu'elle a imposé une forme de transcendance sur laquelle on devait être tous d'accord et qui fait finalement société, qui fait point commun entre nous. Donc, elle l'a vraiment orienté et gare à ceux qui allaient voir ailleurs. C'est-à-dire qu'on était assez peu tolérants sur d'autres formes de transcendance. Donc, c'était aussi une forme de lien social. À partir, moi, je dirais que la transcendance, c'est les travaux de Lebrun, de Melman, de ces psychanalystes qui, pour moi, ont été un vrai éclairage. C'est-à-dire, ils ont montré comment, dans notre société, comme elle a évolué, en se centrant sur l'individu et avec la faillite de ces grandes idéologies, de ces grandes religions, a fait que le processus de transcendance s'est complètement effondré. Mais quand même, pour moi, dans ma lecture du monde, le processus de transcendance était présent, mais très, très orienté, très canalisé, très policé. Ou anéanti, justement, comme la mystique rhénane. Il y a eu des élans pour élargir parfois, comment dire, le scope, ce ne serait pas juste, mais le dogme de la religion, mais il a été vite muselé, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, super, merci beaucoup. Bon, on a ici une autre question de Jeanne qui a dit dans la réduction de risque, un espace festif, nous sommes confrontés à des personnes en bad trip. Comment favoriser leur processus d'intégration depuis le cœur même de l'expérience? Déjà, il faut que le cadre il soit sécurisant. C'est-à-dire que si vous ne pouvez pas faire de l'intégration sous les bombes, enfin, c'est un peu cette image-là. C'est-à-dire que, OK, on peut faire de la thérapie, mais de la thérapie quand on est en lieu sécure. Si on fait de la thérapie alors qu'il y a des bombes qui nous tombent sur la tête, ça va être un petit peu compliqué pour pouvoir intellectualiser, pour pouvoir réfléchir, parce qu'on va d'abord penser à sa peau. Et donc, si le cadre déjà n'est pas sécure, j'aurais envie de dire, la première chose à faire, c'est de sortir la personne d'un endroit qui serait insécure, qu'elle soit dans une pièce tranquille avec des gens qu'elle connaît en toute sécurité. Et que là, on va peut-être commencer à pouvoir travailler, à intervenir sur ce que la personne voit, sur ce qu'elle vit. Enfin, il y a vraiment ce cadre-là, en tout premier lieu, qui est important de vraiment poser. Et ensuite, je pense qu'on peut intervenir pendant l'expérience. Ça demande à ce que des gens sachent de quoi il s'agit, comment questionner, comment accompagner avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour, beaucoup d'empathie aussi dans ce que la personne vit, peut-être même à certains moments ramener des éléments d'une réalité aussi, si c'est trop anxiogène, que la personne ne reste pas. Ça peut y avoir une expérience de décorporation qui, pour une première fois, peut être complètement traumatique pour des personnes. Enfin, donc, ça demande à ce qu'il y ait des personnes à côté qui sachent de quoi il s'agit pour accompagner et décrypter l'expérience. Ça dépend aussi de la substance qu'ils ont pris. Ça dépend beaucoup de ça. Et je me demande aussi si vous faites une différence entre les différentes substances, si votre approche d'intégration change en dépendant de c'était quoi la substance que les gens ont pris. Non, non, pas vraiment. Enfin, non, pas vraiment. C'est plutôt, on travaille plutôt sur, comment dire, ce qui, comment l'expérience a affecté la personne, quoi. Donc, c'est pas tant la substance qu'effectivement son expérience personnelle, mais ouais, après quoi. Alors, quand même, il y a un petit point. On parle de psychédélique. Quelqu'un qui viendrait en prenant de l'héroïne ou de la cocaïne, je pense qu'elle doit être prise en charge par une équipe, parce que ce sont des substances qui sont addictives
fortement addictives. Et dans ma croyance de thérapeute, et dans mon expérience de thérapeute, je pense que pour ces substances-là, il y a nécessité qu'une équipe soignante, d'accompagnement soit là pour ces substances addictives. Ok. Dans les rave parties, dans les fêtes, moi, je ne sais jamais vraiment ce que prennent les gens parce que c'est souvent des substances qui sont trafiquées. Ils ont peut-être pris de l'alcool avant, des médicaments aussi avant. Il y a au moins cette chose, j'ai envie de dire, qui est plutôt rassurante souvent quand les gens vont au Pérou, quand ils voient des chamans, ils leur disent de faire une diète aussi. Et que quand ils prennent de l'ayahuasca, c'est plutôt de l'ayahuasca. Ils ne font pas un mélange whisky, ayahuasca, amphétamine, quoi. Alors que dans les rave parties, moi, je ne sais jamais ce qu'ils prennent. Donc, quand même, vraiment une différence entre des substances addictives et des psychédéliques. Ça, c'est vraiment important parce que, en tout cas, moi, dans ma posture de thérapeute, je ne vais pas interagir de la même façon. Sinon, je te rejoins assez. Hein. Quand des gens viennent me dire j'ai pris de l'ayahuasca, ou j'ai pris du San Pedro, ou j'ai pris du peyote, ou j'ai pris des champignons, il n'y a pas vraiment de différence dans le décryptage que l'on fait. Ouais. Le processus d'intégration, il reste le même en fait. Enfin, je veux dire, ouais. Il y aura des images un peu plus récurrentes quand les gens prennent de l'ayahuasca, où ils vont voir des images de serpents, de jaguars parfois, et encore en fonction des intentions, ce n'est pas toujours le cas, en fonction des cultures, ce n'est pas toujours le cas non plus. Enfin, mais en tout cas pour nous, pour moi en tant que thérapeute, dans ma grille de lecture que je propose ici quand les gens reviennent de ces expériences, ça reste assez similaire. Okay. Yeah. Alors, on a une ou deux questions qui nous restent. On a une question ici de Raphaël qui demande comment peut-on légitimer la recherche et l'expérience psychédélique en France, l'intégration d'expériences souvent difficiles vécues à l'étranger n'est-elle pas un frein? Alors, oui, la question c'est est-ce que les expériences mal vécues ailleurs, ça a un effet de ne pas légitimer ces expériences en France, de freiner un petit peu la légalisation ou l'accès à ces substances? Ça, je ne sais pas. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux dans cette question-là. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est des gens qui font une expérience psychédélique à l'étranger. C'est de trouver quelqu'un qui ne les prenne pas pour des drogués ou pour des fous, déjà dans un cadre thérapeutique. Donc, c'est trouver un lieu où ils puissent être entendus sans jugement ni étiquette en psychopathologie. Ça, c'est un premier point. Le second point dans la question, dans ce que j'en comprends, c'est le niveau d'être légal ou pas légal. À partir du moment où c'est pris dans des pays où c'est toléré, le fait de venir en parler en France, on ne va pas enfreindre la loi. C'est-à-dire que les gens ne vont pas enfreindre la loi française. Ils ont vécu quelque chose à l'étranger où c'était toléré, ils reviennent en France. Et ça, ce n'est pas un empêchement, ça, à ce moment-là. Pourquoi les politiques en France ne veulent pas permettre ce genre d'expérience? Je ne sais pas trop exactement, parce que dans toutes les recherches qui sont faites actuellement dans des pays étrangers, montrent tous les effets bénéfiques. Alors, bien sûr, il faut que ça soit encadré. C'est pas n'importe comment. C'est pas je prends mes trucs tout seul chez moi et youpi tralala. C'est vraiment avec des protocoles qui sont stricts, en toute sécurité, avec des gens compétents, qui ont de l'expérience, qui sont professionnels. Et il faut que ça soit dans un cadre légal, bien sûr. Mais je pense qu'il y a toujours cette mauvaise image des années 70 quand même, où c'était récréatif, où ça a été utilisé de façon récréative, un peu n'importe comment, et on paye encore, de mon point de vue,
ce tribut à se passer. Oui, je pense. Et alors là, ça va être mon coup de patte pour Timothy Leary, mais je ne suis pas sûr que de la façon dont il s'y est pris, ça a ensuite favorisé un travail plus vaste avec les psychédéliques, c'est-à-dire qu'à le proposer à beaucoup d'étudiants d'universités américaines, françaises, blanches. Je pense que les cadres proposés ont plus fait peur qu'autre chose, et voilà. Je pense que ça a aussi freiné. Ça n'engage que moi, ce regard critique sur Timothy Leary. Mais on peut espérer que les progrès qui sont faits au niveau des soins palliatifs ou comment dire, de l'aide au niveau des dépressions aussi, hein, qui sont faits dans les autres pays, au niveau de la recherche dans les autres pays, va pouvoir ouvrir des portes ici en France. Parce que j'imagine qu'ils sont au courant. Ouais. Actuellement, aux États-Unis, ils sont en phase 3 quand même. Donc, Oui, c'est prêt à être commercialisé, ça veut dire, sur la phase 3 tout à des fait. médicaments. Donc, je pense que ça va forcer les portes à un moment donné, en fait, en France. Puisque pourquoi se priver, effectivement, si ces produits sont aussi bons pour alléger la souffrance, ce serait dommage de s'en priver. Oui, surtout pour les personnes en fin de vie, c'est... Tout à fait. On n'a pas d'autre option qui marche comme les psychédéliques, alors c'est... Apparemment, oui. Donc, ça serait vraiment important. D'avoir l'accès surtout à ça. Alors, je regarde si... Okay. Oui, on a deux autres questions. On a une question de François qui demande que pensez-vous des voyages extracorporels qui peuvent arriver avec les psychédéliques? Je vais répondre. Moi, c'est les premiers voyages que j'ai faits sans psychédélique et quand j'avais 8 ans, 10 ans. Je faisais des sorties de corps et ça me faisait très peur. C'est aussi comme ça, peut-être que j'ai fait psychologue pour essayer de comprendre ce qui se passait. Mais c'était surtout des expériences qui me faisaient peur. J'avais peur de ne jamais réintégrer mon corps. Je trouvais ça à la fois génial, puis à la fois ça me faisait peur. Ce que je veux dire, c'est ces expériences qui peuvent être vraiment inquiétantes. En tout cas, pour moi, ça a été comme ça quand j'étais enfant, de ne pas réintégrer mon corps. Et je pense que dans la préparation, c'est de dire que quand les gens vont comme ça à l'étranger, il y a vraiment besoin d'une vraie préparation avant, c'est-à-dire de ne pas prendre des psychédéliques comme ça, de vraiment expliquer ce qui peut se passer, comment ça peut se passer. Enfin, il y a vraiment toute cette préparation-là qui est vraiment très, très, très importante. Et les sorties de corps en font partie. Donc, ça demande une explication avant pour ne pas rester dans quelque chose qui est anxiogène. Bon, merci. On a des questions qui continuent à venir, mais je crois qu'on est un petit peu en retard. Alors, je vais vous poser une dernière question et après, on peut dire au revoir. Alors, la question, c'est quelle perspective thérapeutique avec ce type de molécules dans un contexte prohibitionniste? Alors, là, j'ai envie de répondre encore, puis tu compléteras, Rosine. Oui. Je pense qu'en tant que thérapeute, on ne peut pas faire de la thérapie quand on est en dehors de la loi. C'est-à-dire que quelqu'un qui ferait une thérapie à long terme, qui serait basée sur des psychédéliques, au niveau du transfert, en tout cas avec le thérapeute, il y a quelque chose pour moi qui ne correspond pas à l'idée de ce que j'ai d'une psychothérapie sur du long terme. En tant que thérapeute, on vient accompagner des gens. À partir du moment où on demande du secret, à partir du moment où on va accepter ensemble de transgresser la loi, que la personne est dépendante de son fournisseur qui est aussi thérapeute, il y a quelque chose
qui, sur le plan psychothérapeutique, en tout cas, n'est pas juste pour moi. C'est-à-dire que la psychothérapie, c'est accompagner des gens, c'est être à côté d'eux. Là, il y a une position qui est différente. Donc, des gens qui font de la psychothérapie sur du long terme à partir des choses illégales, c'est vrai que je suis un peu dubitatif sur ce qui se passe, parce que ça limite, en tout cas pour moi, la thérapie. Mais ça, c'est dans ma croyance de thérapeute. Et, voilà. Ouais, moi, je suis assez d'accord. C'est cette notion de secret qui sera induit justement par la prohibition, ouais, par l'interdit, qui fait que, enfin, comment dire, la thérapie se ferait alors à huis clos. Et ça paraît effectivement pas juste. En fait, il y a un déséquilibre. euh, il y a un déséquilibre dans la relation qui induit des, comment dire, enfin, le contraire de ce qu'est la psychothérapie pour moi, c'est-à-dire une libération, justement, une autonomisation du client. Par contre, des gens qui, en thérapie, vont faire une expérience dans les pays où c'est autorisé en dehors de leur thérapeute et qui reviennent ensuite travailler ça avec leur thérapeute, là, en tout cas, ça pose la question autrement. Et là, ça me semble davantage possible. C'est-à-dire que moi, si j'ai un de mes patients qui me dit, ben, écoutez, moi, je suis allé faire un stage chamanisme, puis j'ai fait une expérience au Mexique, j'ai pris des champignons, et voilà ce que j'ai vu. Il a fait ça tout seul, moi, j'y suis pour rien. Et bien sûr qu'en thérapie, ça, je vais le travailler, ça. Et que ça va être précieux en tant que thérapeute sur ce que ça peut ouvrir. Oui, carrément, c'est pour ça que votre travail est très important, de vraiment de dire pas ça n'existe pas, mais en fait, il y a des gens qui vont ailleurs pour avoir cette expérience et il faut les aider en revenant. Oui. Tout à fait. Tout à fait. En tout cas, c'est un travail qui peut être vraiment précieux au service des gens à ce moment-là si c'est bien travaillé. Et toutes les expériences qui se font actuellement à l'étranger, toutes les recherches qui se font à l'étranger, elles vont dans ce sens-là. Voilà, et je trouve que ça serait dommage qu'en France, on se prive d'un travail qui, je pense, dans quelques années sera reconnu. Ouais, on espère. Oui, on espère. C'est vrai. Ouais. Bon, c'est tout pour ce qui est Denis, tu voulais intervenir? Non. Non, je disais juste qu'en tout cas, actuellement, toutes les recherches vont dans ce sens-là. Quand le cadre est bien posé, quand les intentions sont bien posées, que les gens sont accompagnés par des professionnels, c'est une véritable aide, un véritable soutien pour des gens qui sont en grande difficulté sur le plan psychique. Voilà. Et, en tant que thérapeute, moi j'ai plutôt envie qu'on ait des outils pour accompagner des gens au mieux possible. Ça, oui. Eh bien, merci beaucoup. Avant de nous quitter, j'aimerais signaler 3 choses. D'abord, que vous avez publié cet article sur les clés pour l'intégration, dont on espère publier une version française très bientôt. Donc, restez à l'écoute de notre page Facebook. Aussi, Denis Dubouchet a publié État de conscience élargi, psychothérapie et chamanisme, un livre publié en 2017 aux éditions d'Hervy. Et enfin, la Société psychédélique de Lyon organise le mercredi 31 mars une autre conférence, Psychothérapie et psychédélique, aspects théoriques et pratiques, avec le docteur Ansgar Rougemont-Bucking, psychiatre et psychothérapeute exerçant en Suisse. Voilà, merci Calib d'avoir relayé les questions des téléspectateurs et téléspectatrices. Merci à vous tous et toutes de nous avoir suivis ce soir via YouTube. Et bien sûr, un immense merci à Rosine Fievet et Denis Dubouchet d'avoir pris ce temps-là pour venir discuter de leur travail et du sujet passionnant de l'intégration sur lequel la Société psychédélique de Lyon est très engagée. Merci à vous tous et à très bientôt. Au revoir. Merci Merci Martin. de votre Merci invitation. beaucoup. Merci.
Merci, Kelly. Au Bonne revoir. soirée. Au revoir. Bonne soirée, Au au revoir. revoir. Au revoir.